un peu avant que ChatGPT annonce officiellement sa sortie, Sam m'a recontacté et m'a dit, Pascal, là, il y a un Ah, truc de dingue qui est en train de se passer. On va lancer ChatGPT. Ça va être absolument révolutionnaire. Et je pense que le domaine des RH va être un des domaines les plus impactés. Est-ce que tu veux rejoindre un programme en avance de phase? Ça nous aidera à apprendre d'un vrai case et vous, ça vous donnera un avantage compétitif euh, assez fort. Littéralement, 3 jours, nuit et jour, je n'en dormais pas. Aujourd'hui, on génère pas loin d'1 million de conversations par semaine. C'est ce qui fait de wow. nous l'un des 3 plus gros consommateurs d'OpenAI et de Mistral en Europe. Il y a un avant et un après. L'après, c'est que désormais, nous sommes à capacité de production illimitée. Sur l'éducation, tu as des enfants, tu les orientes vers quoi? Quels conseils tu leur donnes à l'heure de l'IA? Fermez vos ordis, prenez des bouquins et lisez. L'avenir de l'humanité dépend de la capacité des femmes et des hommes à continuer à entraîner leur cerveau et à utiliser la plasticité de leur cerveau. L'ordinateur et Netflix, c'est la nourriture du pauvre. 5 personnes maîtrisent, allez, on va dire 95% de ce qu'on voit sur nos ordinateurs. Le jour où ces gens-là se mettent ensemble et se disent, ah bah tiens, on va décider que désormais, le Groenland, en réalité, mais ça a toujours appartenu aux États-Unis. Bonjour Pascal, Bonjour. comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Écoute, hyper bien Pascal. Pascal Lord. Pascal, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. 114e épisode. Nous sommes le 17 janvier 2025. Je vois que tu es bronzé. Tu me disais que tu étais peut-être au ski, vénard. Donc, Ski de rando, hein, donc ski de il rando. faut, il faut suer un peu avant de descendre. Ah bah, on reconnaît bien là l'entrepreneur. Euh, Pascal, merci d'être avec nous donc sur Comptoiria. Euh, Notre ami Julien Codorniou m'a très gentiment donné ton contact. Donc, je le salue, je le remercie. Je voulais absolument te parler, Pascal, parce que on a beaucoup entendu parler de ta dernière entreprise, ta dernière aventure entrepreneuriale, GoJob, en particulier au sujet de l'IA. Vous avez communiqué il y a quelques mois sur l'intégration de l'IA que vous faites. Et j'ai vu donc quelques communications, quelques cas pratiques. J'ai trouvé ça exceptionnel. Et très sincèrement, après avoir fait donc 113 épisodes du podcast, formé une centaine de boîtes sur l'IA, je me suis dit que vous étiez peut-être les plus avancés des boîtes que j'ai connues dans l'IA générative, dans son intégration en France et en Europe. Donc, merci d'être ici, Pascal, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Avec grand plaisir. Alors, Pascal, donc toi, tu es le CEO de GoJob. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter un tout petit peu donc cette entreprise? GoJob est une société à mission que j'ai créée il y a maintenant 10 ans. C'est ma 7e startup. J'ai habité pas mal de temps dans la Silicon Valley, à New York. Et lorsque j'ai revendu ma boîte précédente il y a une dizaine d'années, j'ai décidé de me lancer désormais dans une aventure qui ferait du sens pour moi. Et ce qui fait du sens pour moi, c'est d'essayer d'avoir de l'impact sur la façon dont on vit ensemble en société de manière plus humaine, plus fraternelle. Et il me semble que le travail est un des vecteurs de dignité humaine. Quand on commence à s'aimer soi-même parce que on est fier de soi, ben, c'est un premier pas vers ensuite être capable d'aller vers l'autre et mieux vivre. Donc c'est un projet qui est très ambitieux et ce qui nous drive, ce qui nous motive tous les matins, les 200 salariés de GoJob qui maintenant font travailler 50 000 salariés dans le monde, en France et aux États-Unis, c'est d'appliquer les mêmes règles que les grandes marketplaces comme Airbnb, comme Blablacar, qui, dans un monde dans lequel il y a deux communautés qui, a priori, ne se font pas confiance. Chez Airbnb, bah, c'est le propriétaire et le locataire. Blablacar, c'est le propriétaire de la voiture et l'autostoppeur. Dans le monde du travail, bah, c'est le patron et le futur ou candidat. Euh, avec une marque forte, une notion d'engagement des parties vis-à-vis de l'autre partie et un traitement fair
équitable Ouais. des deux côtés pour arriver à ce que ceux qui souffrent le plus de discrimination face au travail puissent avoir accès au travail plus facilement sur la base de leur motivation, de leurs soft skills et aussi de leurs hard skills, plus que sur la base de leur âge, leur genre ou leur origine, parce qu'il faut savoir que les trois grandes discriminations en France, c'est l'âge en premier lieu, le genre et l'origine sociale, on va dire. Et c'est vrai que si on prend les mêmes méthodes que Airbnb, j'aime bien prendre l'analogie, mais je pense que ceux qui se souviennent, il y a 20 ans, quand Airbnb n'existait pas, on aurait du mal à imaginer que un jeune couple friqué du 16e ou jeune ou moins jeune couple friqué du 16e arrondissement à Paris aille louer pour 2 jours son appartement à un inconnu qui vient du fin fond de la Lozère, si c'est pas d'Asie ou d'Afrique ou d'Amérique latine, ou alors qu'est-ce que c'est que ces inconnus qui vont venir chez moi, qui vont tout casser. Bon, c'est un peu pareil dans le monde de l'entreprise. Là où Airbnb est arrivé à créer de la confiance dans un vase clos très intime, GoJob fait la même chose avec une plateforme qui traite les informations de manière fair et transparente. On arrive à rassurer les employeurs sur le fait d'embaucher des gens auxquels ils n'auraient pas pensé, et on arrive à rassurer les candidats sur le fait qu'ils vont être bien traités et que peut-être que la jeune fille qui n'oserait pas, je prends des clichés mais on les voit tous les jours, qui n'oserait pas aller travailler dans le restaurant au coin de la rue parce qu'il ne paye pas les heures sup, parce que le patron est un peu regardant sur les clients qui mettent la main là où il ne faudrait pas, etc., en disant ça fait partie du job, ça, c'est pas possible chez GoJob en fait. Chez GoJob, les candidats, on les envoie chez des employeurs qui payent les heures et qui respectent les gens. Donc, c'est des deux côtés qu'il peut y avoir de la défiance dans le monde de l'emploi. Et GoJob, notre mission, c'est ça. Aujourd'hui, c'est d'offrir à chacun la possibilité d'être rassuré sur le fait de trouver un job et puis de rassurer les entreprises sur le fait que quand ils cherchent, ils trouvent. Bravo Pascal, belle mission. J'imagine aussi que si tu gères 50 000 employés comme ça, 50 000 personnes, avec 50 personnes, l'IA est peut-être un... On est 200 chez GoJob au niveau du ouais. Dans les deux sens. Attends, rappelle-moi les volumes de la place de marché. Donc, dans ce cas-là, le nombre 50 000 salariés en CDD, CDI, intérim, selon le contrat aux États-Unis, en France, on a un peu de contrats. Et au niveau du siège, pour gérer ce volume de masse salariale, nous avons 200 personnes qui sont basées partout en France et aux États-Unis. Donc, je pense que l'IA, même 200 sur 50 000 en tout cas, peut vous aider peut-être et vous permettre un petit peu de vous démultiplier pour gérer ça de manière le plus habile possible. Pascal, merci beaucoup pour cette présentation de GoJob. Félicitations pour cette mission. Tu vas nous en dire beaucoup plus. Comment tu as vécu les 2 ans qui viennent de se passer dans l'IA générative? Pour GoJob, il y a eu un avant et un après. Très bien. L'avant, c'est la création de GoJob 2015. Littéralement, c'est comme ça que ça s'est passé. Je discutais avec un ami, Ben Marel, fondateur et CEO de Briga, que je remercie au passage, parce que quand même, il faut le dire, je l'avais planté de 250 000 € sur une aventure assez malheureuse. Et 6 mois après, je suis retourné le voir en disant bon, je ne sais pas trop ce que je vais faire de ma vie. Il m'a dit c'est pas grave, tu t'es planté, tu as déjà fait 6 boîtes avant, viens, on réfléchit ensemble. Et on a listé tous les trucs possibles et imaginables qu'on pouvait faire ensemble. Et GoJob est né de là, c'était une de ses idées. Et il m'a dit tiens, descends dans la rue, va voir comment ça se passe dans les boîtes d'intérim. À mon avis, il y a un truc à faire si tu veux sauver le monde, entre guillemets, parce que j'étais parti de plein de bonnes intentions, je vois l'impact. Il m'a dit écoute, on peut travailler dans la silver economy, on peut travailler dans le recyclage, regarde dans l'emploi. Et donc, je suis descendu dans une agence d'intérim. C'était une agence avec un logo rouge, carré rouge, là, voilà, je ne voudrais pas les mentionner. Et là, je tombe sur des gens qui n'avaient pas Excel. Ils avaient un vieux Nokia et donc ils avaient une liste d'intérimaires sur leur Nokia et ils les appelaient les uns après les autres. Je dis waouh, il y avait le fax. Il y avait le fax. L'agence dont je parle, là, ils ont encore beaucoup de fax un peu partout dans le monde. Et là, je me suis dit, il y a un truc à faire. Il y a un vrai sujet. Donc, dès le démarrage, je raconte cette anecdote qui est vraie. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Je suis sorti là, je me suis dit, waouh, il y a un sujet. Moi, je suis ingénieur, passionné de disrupter, réinventer les modèles. Et je me dis, mais il faut mettre de la data partout, à tous les étages. Donc, il y a 10 ans, on démarre en se disant, la donnée n'est pas collectée correctement, puisqu'elle est sur
50 000 téléphones Nokia dans 50 000 agences. Bien sûr. Voilà. Ouais. Et donc, il faut la collecter, il faut la nettoyer, il faut l'uniformiser et ensuite, on va pouvoir la traiter. Et donc, dès le début de GoJob, l'IA, on l'a mise au centre. Alors, à l'époque, ça ne s'appelait pas encore l'IA, ça s'appelait la data. Donc, on a commencé à collecter de la donnée. Ouais. Il y a environ 6 ans, notre set de données, le dataset était suffisamment important puisqu'on avait déjà 2 millions de CV que nous avions collectés, sur lesquels on avait environ 1 millier de data points. Un data point sur un CV, c'est quoi? C'est le nom, le prénom, la localisation, le mail, le numéro de téléphone, les expériences, mais c'est aussi des data points qu'on collecte lors de l'enregistrement de la personne pour voir s'il s'enregistre vite, pas vite. Quand on lui envoie un SMS, est-ce qu'il répond vite ou pas vite? Là, on va chercher des soft skills tels que la ponctualité. Si on lui propose quelques instructions, est-ce que la personne les retient pas? Donc là, on va aller chercher de la résilience, on va aller chercher de la capacité à apprendre. On collecte environ 1 millier de points de données et on commence à avoir un dataset de 2 millions de CV fois 1000 données et on a 2 milliards de données. À partir de 2 milliards de données, on peut commencer à faire travailler des modèles mathématiques de machine learning. Ça a été le point de départ. Je tiens à rappeler ça parce que, oui, Gen AI, 2 ans, ça a été la deuxième partie de GoJob, mais la première partie de données de GoJob, ça a été on collecte la donnée, on la structure et on commence à faire travailler des modèles d'entraînement sur le long terme. Donc, c'est du long terme, il ne faut pas l'oublier. L'IA, ça ne s'invente pas comme ça du jour au lendemain. Il faut de la donnée, il faut de la donnée propre et il faut l'entraîner pendant longtemps. Donc, pendant 8 ans, avant que ChatGPT arrive et révolutionne l'intelligence artificielle, pendant 8 ans, GoJob a collecté de la donnée, l'a structurée, l'a améliorée, a fait des feedback loops et a mis en place des systèmes de machine learning pour arriver à l'améliorer, pour arriver à apprendre qu'est-ce qu'était un profil. Il n'y a pas des bons profils et des mauvais profils dans notre métier. De la manière qu'il n'y a pas un bon appartement et un appartement pourri à Paris. Il y a juste le profil qui correspond bien à la demande à l'instant T. Et ce ne sera pas la même demande à l'instant T plus 1 parce que quelqu'un qui sera peut-être disponible pour être ingénieur informatique demain ne sera peut-être plus disponible dans un mois. Bien sûr. La même personne peut correspondre ou ne pas correspondre. Donc ça, c'est les 8 années d'entraînement de données qui nous ont permis en novembre 2022, et là, tu parlais de Sam Altman tout à l'heure, alors... alors j'ai adoré, en préparant l'épisode, tu me dis... Je connais Sam Altman d'une autre vie, d'une certaine manière, c'est un avantage potentiellement. Enfin, raconte-nous un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, alors, pour la petite histoire, c'est ma 7e boîte, GoJob, et il y a 15 ans, non même plus 20 ans, j'étais à la tête d'une autre entreprise qui s'appelait EaseMap, qui était le concurrent de Google Maps avant que Google Maps n'existe. Donc là, on remonte dans l'Antiquité, la préhistoire du web. J'habitais à San Francisco. Et Sam Altman avait monté une boîte qui était concurrente, qui s'appelait Looped. Bien sûr. Pareil, c'était une société, une start-up de mapping de points d'intérêt. Google Maps n'existait pas encore. Et l'un comme l'autre, on se retrouvait assez régulièrement au Starbucks de Sacramento pour se dire mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est une époque où il n'y a pas de modèle économique. Parce que le seul modèle économique qui fonctionnait, c'était de faire de l'audience sur le web, mais il n'y a pas encore de régie publicitaire. Donc, on avait l'un 10 millions de vues par mois, l'autre 7 millions et demi. On essayait l'un et l'autre, c'est assez rigolo pour la petite anecdote, d'essayer de vendre l'idée de faire de la connexion de cartes à Google pour leur vendre le concept de Google Maps. Et l'un comme l'autre, on s'est planté. On a tous les deux revendu notre boîte à la casse. Pré-Google Maps et pré-iPhone, en fait. Et voilà, bien avant iPhone. Bon, bref, ça crée des liens parce que quand on est deux entrepreneurs qui, depuis 6 ou 7 ans, essayent de pivoter, n'arrivent pas à faire de chiffre d'affaires et se prend l'éclatement de la bulle, parce que là, on parle des années 2002 dans les dents, ça crée des liens. On s'est recroisé rapidement à l'époque de Y Combinator il y a une dizaine d'années. Bon, voilà, après, Sam, je ne dirais pas que c'est un bon ami, mais on se croise de temps en temps et il a son caractère, j'ai le mien, et chacun fait un peu sa vie. Et en revanche, il est vrai qu'en novembre 2022, un peu avant que ChatGPT annonce officiellement sa sortie, Sam m'a recontacté et m'a dit « Pascal, là, il y a un truc de dingue qui est en train de se passer. On va lancer ChatGPT. Ça va être
absolument révolutionnaire. Et je pense que le domaine des RH va être un des domaines les plus impactés. Est-ce que tu veux rejoindre un programme en avance de phase? Ça nous aidera à apprendre d'un vrai case, et vous, ça vous donnera un avantage compétitif assez fort. Donc, Ah, mais c'est trop bien ça, c'est trop bien, Pascal. J'ai écouté un podcast là-dessus cet été. C'était sur Khan Academy, qui avait été mis dans un programme comme ça aussi, peut-être le même que le tien. Khan Academy, donc avec Khan Migo sur l'éducatif. Et le fondateur de Khan Academy disait, c'était incroyable, j'ai eu GPT-4 en juillet 2022. Donc, d'une certaine manière, j'avais l'impression de marcher sur la Lune ou de détenir un secret extraordinaire 6 mois avant tout le monde, mais dont je ne pouvais parler à personne. Voilà. Raconte-nous, toi. Et alors, nous, c'était pas en juillet, c'était quelques mois après, hein, c'était en octobre-novembre, mais on a eu 3 mois d'avance. Mais tu avais GPT-4 ou GPT 3.5? Non, c'était même pas 3.5, c'était GPT, je sais plus quel, même pas GPT, je crois. D'accord. Mais c'était à peu près l'équivalent de GPT 3.5. Très rapidement, on regarde à quoi ça ressemble. Je regarde à quoi ça ressemble, puisque j'étais sous le sceau du secret, donc moi seul dans l'entreprise avait le droit d'y toucher, avec un accès dédié. Je regarde le truc, je me souviens très bien, on était en séminaire, tout le COMEX de GoJob aux États-Unis, et on était censé passer la semaine à rencontrer l'équipe. Je me suis littéralement enfermé dans ma chambre, ils ne m'ont pas vu, j'ai réinstallé Python sur mon ordi, je me suis dit, mais là, il y a un truc de malade mental. Je me suis remis à coder, et passé les quelques premières heures dans lesquelles on tombe de sa chaise parce qu'on se dit... voilà, moi je suis né en 72, donc j'ai vu la micro-informatique arriver sur les IBM, les ZX80, etc. Le text-to-speech, ça a mis très très longtemps à arriver. La reconnaissance vocale, beaucoup de temps. Ça faisait très longtemps qu'on nous parlait de la génération de texte, mais vraiment depuis 25 ans, j'en ai vu des modèles arriver. Il y avait Claude, non, avant Claude, pardon, comment ça s'appelait, des Watson d'IBM. Oui. Donc, qui était censé Watson, les BERT aussi, bien sûr. Voilà, on les a regardés, ces modèles, et puis on les a refermés 5 minutes après. Et là, pour la première fois, je me dis, waouh, non, là, il y a un truc qui est vraiment dingue, parce qu'effectivement, ça imite le langage naturel avec une précision et une tonalité absolument exemplaire. Donc, là, moi, j'aime bien. Merci, Pascal. Non, mais ce moment que tu nous partages, là, pour moi, c'est une information extraordinaire. Ce sentiment, enfin, moi, je me souviens très bien du moment où j'ai découvert ChatGPT, tu vois, le 30 novembre 2022. Mais toi, comme ça, et quand tu me racontes ton séminaire où tu sors pas de ta chambre, je trouve ça assez génial, en effet. Ah ben, ça a été littéralement 3 jours, nuit et jour. Je n'en dormais pas. Mais moi, j'ai 52 ans. C'est ma troisième révolution. J'ai eu la révolution. Non, j'ai pas eu la révolution de la micro-informatique parce que j'avais 14 ans et ça me semblait naturel. La première vraie révolution, ça a été l'Internet, où là, j'avais 20 ans quand Internet est arrivé, enfin 18 ans. Et là, le fait de pouvoir connecter des ordinateurs partout dans le monde entre eux, waouh, c'était un truc de malade mental. Il y a eu l'arrivée de l'Internet mobile, pour l'embarquer. Voilà. Et là, ça a été la même épiphanie. Peut-être plus forte que les deux précédentes. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans un espèce de tunnel pendant 3 jours où je n'ai pas dormi d'excitation, tellement je voyais les perspectives globales, mais en l'occurrence applicables à mon business, sans limite. Et pour la première fois de ma vie, et ça j'aime bien le raconter, mais je pense que ça va intéresser les auditeurs, pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé dans une situation où, au lieu d'être avec une page blanche, ce qui était le cas quand Internet arrivait, j'avais 20 ans, j'avais pas d'argent, j'avais pas de connexion, j'avais pas de business model, j'avais pas de bureau, j'avais pas d'ingénieur, et j'avais une entreprise qui faisait 10 000 $ de chiffre d'affaires basée à Marseille. Donc, j'avais un peu l'impression de pédaler dans la choucroute et puis de me dire, j'ai plein d'idées, mais en fait, qu'est-ce qu'on va en faire? Là, quand cette révolution arrive dans ma petite tête, il y a 2 ans, j'étais la tête d'une boîte qui a 200 salariés, dont 70 ingénieurs qui sont parmi les meilleurs et qui bossent sur de l'IA, du machine learning, depuis 8 ans, à la tête d'un dataset de plus de 2 milliards de données, d'une boîte qui fait déjà plusieurs centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires,
présente en France et aux États-Unis, et avec un modèle, mais qui tombe pile dedans. Donc, c'est vrai qu'on parle souvent de la synchronicité, il ne faut pas arriver trop tôt, il ne faut pas arriver trop tard dans un business. Moi, mes 6 boîtes d'avant, j'ai quand même souvent été un poil trop en avant, un poil trop en retard, un poil trop investi, un poil trop pas assez investi, un poil tenu trop longtemps alors qu'il fallait arrêter, un poil, si j'avais tenu 6 mois de plus, en fait, voilà. Et là, je vois le truc, je me dis… Ah, t'es nickel, là, t'es nickel. Là, et je me compare assez rapidement, je me dis, OK, j'en fais quoi de ça? Ouais. Je réfléchis. Et j'en fais quoi par rapport à ma boîte, par rapport à mon activité? D'accord. Et voilà. Et donc, première phase, énorme excitation pendant 3 jours. Et je réinstalle Python, je fais des essais, des trucs. Je montre ça à mon comité de direction. Je leur dis, regardez les mecs, là, je pense qu'il y a un truc de dingos. Ils voient le truc. Et effectivement, je pense que j'ai réussi assez rapidement à convaincre l'ensemble de l'entreprise à s'embarquer. Une fois qu'on a dit ça, on en est au point qu'on a tous connu en janvier ou février 2023. C'est OK, j'essaye. Alors, je demande à ChatGPT d'écrire un poème à la façon de Rimbaud sur la dissertation de mon fils pour son devoir de physique. Et ça sort un truc extraordinaire. Alors, on se dit, waouh, c'est génial. Mais la question qu'on se pose, c'est à quoi ça sert? Et puis, deuxièmement, c'est OK, c'est bien d'écrire des trucs bluffants, mais est-ce que ces trucs bluffants s'appliquent à la vie réelle? Et en fait, bien sûr, pour s'appliquer à la vie réelle dans le business, on n'a pas besoin d'un chat GPT qui va nous écrire des dissertations avec un langage extraordinaire. On a besoin d'un générateur de langage, d'un LLM, d'un Generative AI, qui aille communiquer avec nos clients la bonne information. Donc, on ne lui demande pas d'inventer de l'information ou de faire de la poésie, on lui demande d'aller chercher de l'information dans nos bases de données et plutôt que de la délivrer sous la manière d'un tableau, de l'enrober dans une phrase sympa pour qu'il y ait une belle interaction. Donc, faut aller le moteur conversationnel, quoi. Enfin, voilà. Donc, l'étape numéro 2, c'est de dire, OK, je prends le chat GPT, je me connecte aux API, au point d'API, et je vais extraire la bonne information, je vais développer un modèle, un système interne qui va aller chercher la bonne donnée et la restituer correctement. Et là où ça, pendant 3 jours, on a réussi à créer un proof of concept, un POC, comme on dit, absolument bluffant. Il a fallu ensuite 3 mois. Alors, le premier POC, c'est 3 jours, une personne, c'est-à-dire c'est moi avec mon Python dans mon ordi. Deuxième étape, c'est créer un MVP, un Minimum Viable Product, c'est d'arriver à connecter ChatGPT à nos bases de données pour arriver à sortir de l'information pertinente qui n'est plus de l'ordre de la poésie. Et là, c'est une équipe de 10 personnes pendant 3 mois. Donc là, dans un investissement qui est un petit peu plus lourd. Une fois qu'on a créé ce MVP, on s'est dit, tiens, on va maintenant le faire converser avec nos clients et avec nos candidats. On a pris le risque, qui est un risque que pas grand monde ne peut prendre parce qu'il faut avoir les balls pour le faire et puis il faut avoir la donnée pour le faire. Mais on a pris le risque assez rapidement de faire interagir ce système avec des centaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, on génère pas loin d'1 million de conversations par semaine. C'est ce qui fait de nous l'un des 3 plus gros consommateurs d'OpenAI et de Mistral en Europe. Oh là là, attends, redis-moi ça bien. 1 million de conversations par semaine. Oui. Et là, des 3 plus gros consommateurs d'OpenAI sur l'API en token d'Europe. À notre connaissance, on est dans le top 3 en Europe. Dans le top 3 en Europe parce qu'en fait, on est un des rares cas d'usage qui est aujourd'hui en production. Et je vais t'expliquer la différence qu'il y a eu entre la phase 2, le MVP, et aujourd'hui. Parce que là, aujourd'hui, on est en production sur une fonctionnalité qui est core business chez nous. C'est-à-dire que ce n'est pas pour, comme le font beaucoup de cas d'usage,
un cas annexe pour aller aider un peu de support client. Nous, c'est toutes les interactions avec nos candidats et avec nos clients aujourd'hui sont gérées par Aglaé Alpha, qui est notre propre système d'intelligence artificielle, qui combine donc le machine learning dont je parlais tout à l'heure avec de la generative AI. Tu as tout à fait raison, Pascal. C'est vrai qu'en général, j'ai eu plusieurs invités. On a tendance à déléguer en premier à l'IA toutes les tâches périphériques, administratives et à conserver pour soi la production pure. C'est ce qui s'est passé un petit peu là historiquement depuis 2 ans. Toi, justement, c'est ta production, ton activité la plus importante qui utilise l'IA. On s'est donné les moyens de rentrer dans un modèle dans lequel le facteur limitant de croissance de GoJob, qui était la production, et la production pour nous, c'est l'interaction avec les candidats et avec les clients, désormais a été automatisé. Donc, il y a eu un paradigme, il y a eu un avant et un après. L'après, c'est que désormais, nous sommes à capacité de production illimitée. Lorsque je compare le GoJob d'il y a 10 ans, où Pascal qui descendait pour aller visiter une agence au Carré Rouge, à l'époque, ils avaient 50 000 agences dans le monde et nous, on avait 3 recruteurs. Aujourd'hui, ils ont toujours 50 000 agences, mais nous, on n'a plus de recruteurs et on a une capacité de production qui est 10, voire fois 100 supérieure au leader mondial du recrutement. Donc, on est littéralement rentré dans un nouveau paradigme. Mais pour y arriver, étape 3, une fois qu'on a terminé le fameux MVP, donc je rappelle, étape 1, une personne pendant 3 jours. Étape 2, 10 personnes pendant 1 mois pour créer quelque chose qui est connecté à nos bases de données. Et là on pensait commencer à pouvoir mettre en production. On met en production avec un premier client et là, c'est la cata. Ah oui. Ok. Et là, c'est la catastrophe parce que hallucination, mensonge, ce qui dans notre métier est extrêmement grave. Je me suis retrouvé 3 fois avec la gendarmerie au bureau, parti une fois avec les menottes. Attends, tu me parles là sur les 2 années qui viennent de passer là. Quand tu dis à un candidat, écoute, quand le candidat te pose la question avant de prendre sa prise de poste, je risque d'arriver en retard demain parce que ça gèle, est-ce que je peux venir en moto ? Et que l'IA va vérifier la météo et dit oui, il n'y a pas de souci, et que la personne a un accident de moto le lendemain matin à 5 h du mat et se casse la jambe. Il se retourne vers vous en disant mais vous m'aviez dit que c'était bon. Toi, tu dis ah oui, mais en fait, c'est pas moi, c'est ChatGPT. Ça pose des véritables problèmes, et ça, ce n'est qu'un exemple. Une personne à qui on a oublié, enfin l'IA a oublié de dire qu'il fallait mettre des chaussures de sécurité, voire pire, parce que l'IA ment, ChatGPT, OpenAI ment. Quand il ne connaît pas la réponse, il l'invente. Il l'invente sur la base d'un système statistique qui est la réponse la plus probable qui a été donnée jusqu'ici. Donc, lorsqu'une personne qui rentre dans une usine pose la question « Est-ce que je dois mettre mes chaussures de sécurité ?» que l'IA répond « Non, ce n'est pas nécessaire », que le candidat répond « Désolé, mais en fait, là, il y a mon chef qui me dit qu'il faut en mettre ». L'IA lui répond « Non, c'est bon, ton chef, je l'ai appelé au téléphone et je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire ». Wow. Cette personne finalement se fait couper le pied par une machine ou un objet qui lui tombe dessus. Là, il y a la gendarmerie qui débarque. Bien sûr, bien Donc, sûr. on joue avec ça le se feu. comprend. Et ça se comprend. Et ça, c'est 18 mois avec 60 personnes. Pour passer du MVP qui est absolument incroyable de pertinence au premier abord, pour arriver à le déployer en production auprès de 50 000 salariés et 1 millier de clients, c'est 18 mois, 65 personnes qui ne font que de la correction, du monitoring et de l'apprentissage de ChatGPT. Donc, sur une échelle de 1 à 10, c'est vrai que quand vous avez franchi l'étape numéro 1, qui est de se dire « Waouh, j'utilise ChatGPT aujourd'hui pour régler mon problème client ou autre », en fait, il vous reste encore 9 étapes pour aller mettre ça en production quand ça gère des problèmes aussi critiques que des problèmes de ressources humaines. Ah mais j'adore Pascal, parce qu'avec toi, j'ai l'impression qu'on fait un petit peu un voyage dans le temps, quoi, un voyage dans le futur. Comme tu as eu cette première expérience, en effet, très très tôt avec ChatGPT, tu as une sorte de longue vue, on va dire. Tu as essuyé les plâtres que toutes les entreprises qui vont adopter cette technologie vont rencontrer un petit peu par la suite. Donc je pense que c'est hyper intéressant, en effet.
Et on apprend encore, hein, on n'est pas arrivé, hein, puisqu'on continue d'embaucher, de recruter data analystes et des ingénieurs IA pour continuer à améliorer tous les edge cases, hein, tous les cas à la marge, et continuer à améliorer nos algos. Donc, Mais de ton côté, Pascal, donc mais c'est un investissement colossal. Déjà, c'est colossal, ça ouais. va te coûter très cher en token. Et après, sur tes ingénieurs, sur tes équipes, donc c'est un temps que tu as décidé de consacrer sur ces projets, sur cette technologie qui est hyper important. 46 millions d'euros sur les 10 dernières années. Excuse-moi, combien? Pardon? 46 millions d'euros sur les 10 dernières années d'investissement et on va dire, ça c'est globalement sur la technologie, et 80% de ces investissements sont sur les modèles de machine learning et de Gen AI, donc on est à pas loin de 10 millions d'euros, de 30 millions d'euros investis à date. Mais cet investissement, ça fait de vous, donc, par rapport à des acteurs, par rapport à des géants de l'intérim, est-ce que tu penses que ça vous permet un petit peu d'être beaucoup plus efficient? On ne se compare pas aux gérants de l'intérim. J'ai pas créé GoJob pour disrupter truc muche ou Ok. machin chouette. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, j'ai créé GoJob parce que j'estime qu'il faut donner une chance à chaque personne, lui donner de la dignité. Et si demain, un géant de l'intérim venait frapper à la porte, et comme ils le font déjà, pour me demander d'accéder à notre technologie, on leur mettrait à disposition avec grand plaisir, parce qu'on estime que ils peuvent aussi utiliser cette technologie pour donner des chances supplémentaires à ceux qui n'en ont pas. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses. Nous, on essaye vraiment d'utiliser la technologie au service de l'humain. Il y a un business model derrière, évidemment. On est une entreprise, on n'est pas une association non-profit. Mais on n'est pas là pour agacer les acteurs, on les respecte, et on a plutôt envie de bosser avec eux plutôt que de contre eux, quoi. Ouais. Ok, très bien. Ok, c'est clair. Merci, Pascal. Pascal, je reviens un tout petit peu en arrière. Toi, ton outil que tu utilises le plus de l'IA, c'est quoi? Et est-ce que tu as un usage un peu secret, pratique à nous révéler? Sur GoJob, hein, l'outil qu'on utilise le plus, c'est un outil maison de machine learning qu'on a développé avec nos propres algos. D'accord. En deuxième rang arrive le Gen AI qu'on a venu brancher sur notre machine learning. Et là, c'est une combinaison de Mistral dès les premiers jours, parce que j'estime qu'il est absolument fondamental pour la culture de chacun des pays qui utilisent de l'IA de se rapprocher le plus possible d'un modèle qui a été entraîné sur ses propres modèles culturels. C'est fondamental, je pense, pour la France de s'assurer qu'un système qui statistiquement va se nourrir de l'ensemble du corpus de la langue française sur les 500 dernières années pour pouvoir statistiquement créer du langage de manière massive, puisque là où, on va dire, 65 millions de Français utilisent, je ne sais pas quoi, peut-être 10 000 mots par jour. Bon, allez, je ne sais pas comment ça fait 65 milliards de mots par jour. Ben, l'IA, c'est ça, fois 10. Donc, en fait, très rapidement, le nombre de mots, de phrases, de littérature créée par Mistral ou OpenAI va supplanter tout ce que les Français peuvent lire, écrire ou consommer comme mots dans l'année. Donc, il faut que cette base d'entraînement, ça soit une base qui soit le plus proche possible de notre référent culturel, sinon ça va être une invasion culturelle totale. Et je le dis pour la France, mais de la même manière, OpenAI doit être entraîné sur la base américaine. Je pense que les modèles chinois, pour pouvoir faire perdurer l'immense culture chinoise et pas se faire envahir par des modèles anglo-saxons, doivent le faire avec ses propres modèles souverains. Et en ce sens, c'est vrai que nous sommes des très fervents défenseurs de l'utilisation de Mistral AI pour nos entités françaises et d'OpenAI pour nos entités américaines. Donc, on est oui. D'accord. je ne pense pas qu'il un modèle aille supplanter l'autre. Moi, je crois beaucoup à la multiculturalité. Et en ce sens, on essaye pour chaque pays d'utiliser le modèle local.
Ça me semble très bien pensé, tu as raison. Alors, je dis souvent, enfin, ces modèles, ils ont une personnalité quand on les connaît bien, hein. Ils peuvent être plus ou moins smart, lazy, tout ce qu'on veut. Il y a une culture derrière et j'avais pas compris, mais d'accord, quand tu travailles aux États-Unis, tu utilises OpenAI. Super intéressant cette culture. Mistral, donc tu dois être un de leurs plus gros clients aussi, j'imagine alors. On fait partie des partenaires très rapprochés de Mistral. Et sur la partie. Enfin, GenAI, c'est très large, hein, parce que nous, on consomme finalement peu de données, puisque c'est des petites phrases. Est-ce que vous êtes disponible? Est-ce que ce boulot vous intéresse? Ça consomme beaucoup moins de data que crée-moi une vidéo de 10 minutes avec quelqu'un qui marche dans la rue, quoi. Bien Donc, sûr, bien sûr. Et alors, Pascal, pour qu'on comprenne bien, enfin, un des cas concrets, hein, donc vraiment, toi, dans l'utilisation de ces tokens, ça va être les interactions, en fait, justement, avec tes candidats, absolument. avec tous les candidats qui vont être, Ouais, donc, ces interactions, toute la conversation va être gérée donc par l'IA, c'est ça? c'est ça. OK. Donc l'ensemble des échanges vont être préparés par Mistral ou par ChatGPT. OK, Non, super. non, ils ne sont pas préparés par Mistral ou ChatGPT. L'ensemble des échanges est géré par nos serveurs, nos systèmes de machine learning. Et lorsqu'il faut combiner euh, de la donnée factuelle et l'enrober dans une phrase intelligible, humaine, on fait appel à une requête GenAI D'accord, pour, pour l'enrobage. bien sûr. Mais Mmh. c'est que la surface. Elle est hyper importante, hein, la surface, mais ce n'est que la surface. Tout à fait. C'est génial, super, super intéressant. Merci beaucoup Pascal. Pascal, est-ce que tu as entendu parler de Klarna? Klarna qui est une boîte, suédoise peut-être? Je ne veux pas dire de bêtises. Klarna, ils utilisent énormément l'IA, c'est ce qu'ils disent. Donc c'est un intermédiaire de paiement, une solution de financement et ils ont fait beaucoup de déclarations aussi sur l'utilisation qu'ils peuvent faire de l'IA. Alors de temps en temps, c'était pas forcément, très élégant. On a parlé de remplacement, de jobs, de 700 emplois, puis 1200. Ensuite, d'un churn, parce qu'il n'y avait pas de recrutement. Puis ensuite, du dirigeant qui nous a dit que finalement, ben, ils allaient résilier leur licence Salesforce Monday, parce qu'ils allaient réaliser avec l'IA générative ces outils eux-mêmes. Comment est-ce que tu as vu un petit peu les différents propos de Klarna sur l'IA? Oui, je les ai suivis de près. Je pense qu'il y a une vague de l'IA sur laquelle ils ont su surfer très intelligemment. C'est un peu à la mode avec les réseaux sociaux et on le voit bien récemment avec l'actualité aux États-Unis. La provocation, lorsqu'elle est relayée par les réseaux sociaux, permet d'avoir de la visibilité. Et quand on est dans une phase à souhaiter disrupter des anciens modèles, ça marche. Ça marche en politique, on le voit aux États-Unis. Ça marche dans le business, on le voit avec Klarna. Donc, je pense que c'est très bien mené, bravo. Ils ont su, avec beaucoup de finesse peut-être pas, mais avec beaucoup d'intelligence, se saisir. Après, le business, c'est pas que les sprints, hein, c'est aussi du long terme. Donc je pense qu'il y a de leur côté des grandes avancées technologiques qui font ça bien. Est-ce que ça va vraiment être au rendez-vous sur le long terme? Ça, il faudra le prouver, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, en tout cas, ils s'en sortent mieux, et je crois qu'il va y avoir une IPO bientôt que Téléperformance de l'autre côté qui s'est fait évidemment éclater. Donc, on a un peu l'ancien monde et le nouveau monde. J'ai vu une déclaration ce matin qui m'a interpellé aussi. C'est le CEO de Goldman Sachs, donc Solomon, David Solomon, qui nous dit que grosso modo aujourd'hui sur la rédaction d'un rapport S1 pour l'IPO d'une boîte, 95% de ce rapport peut être fait par l'IA générative. Alors que avant, ça prenait grosso modo 6 semaines, non pardon, ça prenait 3 semaines à une équipe de 6 personnes.
temps plein. C'est bien résumé, c'est-à-dire que quand on est sur du traitement de données systémique, un rapport de prix IPO, c'est typiquement ça, quoi. C'est de la donnée, des chiffres à aller récupérer, avec des analyses qui sont toujours les mêmes. Donc, il me dit, on fait 95% de manière automatique en quelques minutes, et il reste par contre 5% sur lesquels, pour le coup, il y a du vrai boulot à faire. Mais... on est dans un des cas d'usage les plus parfaits pour la GenAI, je pense. C'est faire des rapports bêtes et méchants qui ne seront pas lus ou peu, et qui sont finalement des combinaisons de données. Donc, tout ce qui est rapport social, tout ce qui est bilan, etc., je pense que ça a effectivement vocation. Mais là, j'ai envie de dire, rien de neuf sous le soleil. Hein. Enfin, moi, je n'ai pas envie de parler comme un vieux schnock, mais bon, moi, je me souviens quand même, quand j'ai découvert le premier ordinateur de ma vie, j'avais 8 ans, donc c'était en 1980. Ça tenait dans une salle grande comme ce bureau. Et c'est mon père qui m'avait montré ça parce qu'il était tout content d'avoir acquis cet ordinateur. Et il me disait, bon ben voilà, avant j'avais 30 comptables. Il avait encore une règle à calculer hein, sur son bureau, puisque la toute première calculatrice arrivait juste. C'était à peu près au même moment où le premier calculette arrivait et la règle à calculer. Donc il me disait, ben ouais, j'avais 30 comptables qui avaient de la règle à calculer, et maintenant je les ai remplacés par une machine. Donc oui, effectivement, là on est dans la productivité de tâches répétitives, simples, et de la même manière qu'avant, il y avait 30 personnes à la compta qui ont été remplacées par Excel, plus après Sage ou autre. Bah, là, 30 personnes qui rédigeaient des d'intro en bourse sont remplacées par une machine. J'ai envie de dire, jusque-là, rien de neuf sous le soleil. On est dans voilà, des gains importants. Hein. C'est vraiment des sauts quantiques de productivité, mais ça n'a rien de révolutionnaire, quoi. Oui, alors je comprends. Après, si il y a quand même un paquet de rapports comme ça, dans ce cas-là, tu vois, qu'on va pouvoir accélérer et faire réaliser plus rapidement. Il y aura toujours autant d'IPO, tu vois, on ne va pas multiplier ce nombre d'IPO. Ces analystes, on ne va pas les mettre à la poubelle, ils font d'autres choses plus intelligentes. Et on parle dans 10 ans, est-ce que ça a changé le monde? Tout le monde dira non, en fait. Ouais, Bloomberg existe toujours, Morgan Stanley existe toujours, et ils ont toujours autant de salariés qui prennent autant de bonus. Donc, je ne veux pas dénigrer, hein, ça va changer leur vie, mais pour moi, ce n'est pas une révolution. La révolution, elle est plus dans d'autres domaines, je pense, dont le domaine des ressources humaines, dans lequel on avait un facteur limitant, puisque nous, en ce qui nous concerne, on avait un facteur limitant dans notre sur la gestion d'un certain nombre de communications, en fait, tu veux dire? Oui, mais sur la production. Je veux dire, nous, notre production jusqu'ici a été limitée par le nombre de recruteurs qui pouvaient parler des candidats, quoi. On ne pouvait pas avoir une équipe de 100, 200, 3000, 10 000 recruteurs. Ça ne tient pas dans l'espace. Et puis, ils ne travaillent que 8 heures par jour. Ils ne répondent pas au téléphone 24 heures sur 24. Un candidat, il a besoin d'être joint plutôt le soir entre 18h et 20h, parce que le reste du temps, soit il travaille, soit je ne sais pas ce qu'il fait. Et peut-être le week-end, parce que c'est le moment où il a le temps de réfléchir. Et c'est justement le moment où c'est un peu compliqué d'avoir des recruteurs qui prennent le téléphone. Donc, avoir un agent qui... savoir que nous, nos agents... J'allais te lancer sur le sujet des agents, c'est parfait. Le pic de communication de nos agents, il est entre 20h et 22h, et ensuite entre 6h du mat et 8h du mat. Et ça, c'est game changer, parce que c'est précisément le moment où les recruteurs n'ont pas envie de bosser, quoi. Ah oui, non, mais ça, c'est complètement dingue. Donc, toi, tu considères que tu as des agents des agents, sans le savoir, en fait, on a créé des choses. Aujourd'hui, tout le monde appelle ça des agents. Donc, on s'est dit, tiens, oui, c'est des agents qu'on a fait, mais oui, on a créé des agents. Donc, un LLM qui est doté d'un pouvoir d'action, et toi, en l'occurrence, je pense qu'il va contacter des candidats. Donc, c'est le grand sujet de 2025. Donc, tu l'as fait, entre guillemets, presque, sans le savoir. Je caricature quand je dis ça. Mais comment est-ce que tu vois cette tendance des agents sur 2025 ? Tu penses que toi, tu es particulièrement avancé là-dessus, donc tu es peut-être allé vite. Est-ce que tu penses que tout le monde va avoir son propre... Toutes les boîtes vont avoir leurs agents? Non, je pense que ça fait un énorme flop. Ah, tu penses que c'est plus du buzzword flop? Ouais, je pense, parce que, en fait, moi, j'avais créé un agent à la fin de mon MVP.
j'avais créé un agent. Et là, je pensais que j'avais trouvé le Graal, quoi. Ouais. Et comme je le dis, j'avais franchi que la première marche. Je pensais vraiment, je me dis, bon, allez, je vais l'entraîner un petit peu, et puis dans 3 mois, c'est bon, quoi. Et en fait, non, j'ai dû quadrupler la taille de l'équipe et la faire bosser pendant 18 mois de plus pour arriver à avoir un agent qui marche, quoi. Et donc, les effets d'annonce, tu parlais de Salesforce tout à l'heure, Ouais. qui raconte à l'envi que tout un chacun peut créer son agent, le connecter à ses bases de données. Je pense que ça va être très, très, très déceptif parce qu'ils vont créer énormément d'attentes de plein de managers, marketing, service, care, développeurs ou autres qui vont tous vouloir créer leur agent et qui Ouais. vont se retrouver en fait au stade zéro de dire ok, maintenant il faut que je l'entraîne, il faut que je l'entraîne massivement. Je vais devoir demander l'autorisation à mon boss de faire tourner cet agent parce que tant que je ne le ferai pas tourner en production massivement, je ne pourrai pas savoir ce que je ne sais pas. Et alors, leur boss va leur dire mais tu es vraiment sûr que tu veux mettre en production un truc qui raconte n'importe quoi? Ah ben non, je sais pas trop. Attends, je vais essayer avec ma petite sœur pour voir déjà comment je l'entraîne. Et puis bon, voilà, ils vont l'entraîner sur les copains, la famille, puis ils vont s'apercevoir qu'en fait le truc il marche pas et ils vont fermer le truc. Donc je pense. Ouais, mais je suis comme toi. Le agent de force de Salesforce et les millions d'agents dont parle Marc Benioff et tout ça, moi j'attends de les voir opérationnels. Je pense que ça va pas être si facile que ça. Si on veut vraiment déléguer une tâche et tout ça, il faut quand même avoir du contrôle et bien savoir ce qu'on fait. Ouais. Ouais, et puis c'est des actes métiers en fait. À nouveau, je veux dire, avoir un agent ou un chat GPT qui, de manière fort sympathique, rédige pour un élève de première son contrôle d'histoire géo. Le prof voit que ça a été fait, machin, bon, allez, ça passe, je te mets 14,5 parce que je sais que ça a été à moitié fait, et puis bon, c'est pas grave, après il y a un nouveau contrôle. Et la vie passe, quoi. Mais en fait, c'est pas ça la vraie vie du business, quoi. La vraie vie du business, c'est que tu mets un agent qui va interagir avec des obligations légales, avec des contraintes, avec des implications sur. Ah, mais là, quand tu nous parles de gendarmes, là, je pense qu'ils peuvent faire du boulot. Ouais. C'est plus que la même histoire. Pascal, les modèles de raisonnement, c'est un truc que tu trouves intéressant, que tu utilises, les O1, O3, tout ça. Enfin, O3 qui n'est pas encore sorti, mais bon. Non, mais on n'en a pas besoin, nous, à ce stade. D'accord. Nous, ce dont on a besoin, finalement, oui. c'est un bon vieux LLM bien rustique, GPT 3.5 ou Mistral, qui sait poser de manière constante, stable, des questions sans trop en rajouter. Et on n'a pas besoin qu'il aille nous faire de la littérature ou nous mettre des images vidéo ou trop réfléchir. Parce qu'en fait, on n'a pas envie que les agents réfléchissent. L'intelligence universelle, chez nous, on n'en a pas besoin, quoi. Nous, on a juste besoin d'un agent conversationnel de base qui entretient une conversation réelle, crédible, sur la base de données qu'on contrôle complètement. C'est-à-dire que quand je disais que c'est juste à la surface, il faut juste se rendre compte que dans une communication qu'on a avec nos intérimaires, 95% de l'intelligence, c'est de la sélection, du tri et de l'ordonnancement de données qui viennent de nos propres données, quoi. La surcouche grammaticale qu'il y a au-dessus, qui a été, d'un point de vue expérience utilisateur, qui a été radicalement nouvelle, mais ce n'est que la peinture, quoi. Ce n'est que la peinture. Un modèle Llama, tu as fait des essais, tu n'as pas mis ça en production? Alors, on communique assez peu sur quels sont les modèles qu'on a fini d'utiliser. Donc, je nomme systématiquement tous les modèles: Mistral, OpenAI, Llama, Claude. D'accord. Et la réalité, c'est que aujourd'hui, ce qui marche chez nous, c'est pas un de ces 4 modèles, c'est une combinaison des 4. Et en fonction du cas de figure, on prend soit Llama qui fait le modèle et qui est surveillé par Mistral, qui lui-même est surveillé par OpenAI. Donc, on a des empilements de modèles qui se surveillent les uns les autres. Et selon le cas de figure, il y en a un qui est maître ou l'autre qui est en surveillance de l'autre. Quand je parle d'apprentissage, nos 18 mois, 65 ingénieurs, c'est ça aussi, quoi. C'est arriver à comprendre quel modèle est le plus performant pour écrire, lequel est le plus performant pour surveiller l'autre, dans quel cas de figure, et faire de l'A/B testing en permanence. Donc, il n'y a pas un modèle qui marche aujourd'hui, il y a une combinaison de plusieurs modèles. Et c'est ça un peu la secret sauce. Mais là, je n'en dirai pas plus parce que c'est vraiment secret maison. Très bien, je comprends. Merci Pascal. Pascal, les dernières questions. On parle beaucoup de Edge AI.
ton ami Sam Altman en parle beaucoup aujourd'hui, notamment dans ses histoires avec Microsoft. Il nous dit, Sam Altman, que Edge AI, ça peut être atteint peut-être en 2025. On parle même de super intelligence. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi, Edge AI, et est-ce que tu penses qu'on est dedans, qu'on peut l'atteindre prochainement? Sachant que la définition d'OpenAI, c'est des processus autonomes de l'intelligence artificielle qui sont capables de faire un peu tout ce que fait l'être humain et de manière généralisée et économiquement viable, quoi. Enfin, voilà. C'est trop tôt, moi, je pense, pour être assertif sur une date et même sur la possibilité. Ça porte bien son nom, Edge AI. En fait, tout le problème est dans les edge cases. C'est-à-dire que faire un Edge AI qui impressionne beaucoup, je pense qu'on va y arriver en 2025 à 80%. Je pense que les 20% restants qui vont permettre de l'utiliser dans le business et dans la vie quotidienne, ils vont être beaucoup plus longs à réaliser parce que c'est un peu la même différence qu'entre... Prenez la vie d'un être humain. Entre 0 et 7 ans, l'âge de raison, on apprend à parler, à commencer à raisonner, à compter, on marche, on voit et on pourrait presque nous balancer dans la nature et être autonome. Il y a plein d'histoires qui racontent des orphelins de guerre qui se retrouvent à 7 ans et qui arrivent à peu près à se débrouiller. Mais entre 7 ans et, allez, on va dire 25 ans, par exemple, qui est l'âge à partir duquel on peut considérer que quelqu'un peut rentrer dans une entreprise et être efficace et avoir un cerveau assez modelé pour arriver à prendre des décisions pertinentes, il se passe encore 19 ans, quoi. Et c'est 19 ans dans lesquels on est exposé à des universités, enfin des professeurs au collège, au lycée, les parents, les amis, donc une vie sentimentale, une vie intellectuelle. Et on ne chôme pas pendant ces 19 ans, 25 mois. Ouais, 18. Ouais. Et voilà, donc moi j'ai un peu envie de prendre ce point de comparaison parce que l'intelligence, que ce soit une intelligence informatique ou une intelligence humaine, pour se former, elle a besoin de beaucoup d'informations et elle a besoin de temps. Il faut du temps. Donc 2025, est-ce qu'il est raisonnable de dire qu'on va arriver à des cas de Edge AI qui résonnent à peu près comme un enfant de 7 ans? Je pense que c'est à peu près ce vers quoi on est en train de se diriger. Et le delta entre ça et là où on a envie de le faire aboutir, est-ce qu'on a envie de le faire aboutir vers quelqu'un qui réfléchit comme un ado, quelqu'un qui réfléchit comme un jeune cadre ou un business manager expérimenté? Je ne sais pas, mais ça va prendre du temps. Pascal, question que je suis obligé de te poser parce que les auditeurs me la réclament, c'est sur l'éducation. Tu as des enfants, tu les orientes vers quoi? Quels conseils tu leur donnes à l'heure de l'IA? Alors, j'ai 3 fils qui ont 17, 21 et 23 ans. Siméon, Pablo et Zéphir, que je salue au passage parce que je suis sûr qu'ils vont avec attention. Salut les gars. Donc, je vais leur dire et leur répéter. On les salue, on écoute ce que tu leur dis dans ce cas-là. Très bien. Fermez vos ordis, prenez des bouquins et lisez. Ok. Vous allez avoir l'occasion tout au long de votre vie à venir d'être exposé à des smartphones, des ordinateurs, de l'information numérique qui est géniale. Moi-même, je suis un enfant du numérique, donc je ne réfute pas cela, mais il faut savoir que le cerveau humain, il est très plastique, mais il est très flemmard aussi. Donc, l'avenir de l'humanité dépend de la capacité des femmes et des hommes à continuer à entraîner leur cerveau et à utiliser la plasticité de leur cerveau. Donc, pour utiliser la plasticité de son cerveau, il faut faire fonctionner l'imaginaire. L'imaginaire ne fonctionne pas quand le soir on rentre et qu'on scrolle sur YouTube ou qu'on regarde Netflix. C'est pas comme ça que ça marche. L'imaginaire du cerveau, il fonctionne quand on est avec des potes en train de refaire le monde autour d'une bouteille de vin. L'imaginaire du cerveau, il fonctionne quand on est en train de draguer en boîte de nuit ou faire du ski de rando, à regarder les petits oiseaux ou à sortir entre amis. L'imaginaire du cerveau, il fonctionne quand on prend un bouquin et qu'on interprète à sa propre façon la lecture.
l'imaginaire du cerveau, il fonctionne quand on aime quelqu'un et qu'on se projette ensemble. L'imaginaire du cerveau, il fonctionne quand on prend sa plume et son crayon et qu'on crée un texte avec ses propres idées plutôt que de demander à ChatGPT de l'écrire à notre place. Et c'est là que le cerveau fonctionne. Je le dis, je à l'envie, et ceux qui regardent ce podcast, je le dis, mais regardez, voilà. Et Duolingo, 992 jours, sans discontinuer. Ça fait 3 ans que tous les jours, sans discontinuer, je fais ma leçon de japonais. Japonais, c'est pas forcément la langue. On t'écoute, Pascal, on t'écoute. Dis-nous un mot en japonais dans ce cas-là. Vas-y. Nihongo watarimasu. Magnifique. Très bon conseil. Hyper important. Tous les jours, trouver des points d'ancrage, même si c'est que 5 minutes de Duolingo, apprenez une nouvelle langue, prenez du temps pour lire, écrire. C'est fondamental. Sinon, en fait, qu'est-ce qui se passe? On est passif. Et quand on est passif, eh bien, en fait, on a de moins en moins envie de nourrir son cerveau. Et si on a moins en moins envie de le nourrir, eh bien, on va devenir des machines à recevoir ce que quelques mecs éclairés, parce que quand j'habitais dans la Silicon Valley il y a quelques années, je peux vous garantir que la nouvelle tendance aujourd'hui, quand on n'est pas que milliardaire ou millionnaire comme Elon Musk et compagnie, la nouvelle tendance, c'est d'envoyer ses enfants dans des écoles où il n'y a pas d'ordinateur pour que… Ah bon mais oui, l'ordinateur et Netflix, c'est la nourriture du pauvre. Le riche aujourd'hui, c'est celui qui peut se permettre d'être l'élite. Et l'élite, c'est l'élite qui pense, qui crée. Pourquoi est-ce que Elon Musk est aussi smart et aussi malin? C'est un gars qui est descendant d'Américains, dont les parents étaient aux États-Unis, qui a passé sa vie à inventer, à créer. Et aujourd'hui, il est l'homme le plus riche du monde. Mais pourquoi? Il ne passe pas une minute derrière Netflix à attendre qu'on le nourrisse de débilité. Il passe sa vie à créer des nouveaux trucs. Alors, on n'aime pas Tesla, on n'aime pas SpaceX, on n'aime pas X, etc. Mais le mec, il a 3 idées à la minute. Ces 3 idées à la minute, c'est pas en se tournant les pouces derrière Netflix ou YouTube qu'il les a. Il passe pas mal de temps sur Diablo, mais tu as raison, je pense qu'il est très visible. Mais les maîtres du monde de demain sont les personnes qui seront créatifs et qui seront donc en capacité de créer et de maîtriser les outils et non pas les subir. Donc, je le dis, je le répète à l'envi à tous les auditeurs, qu'ils soient jeunes, vieux, faites et dites autour de vous qu'il est nécessaire plus que jamais de reprendre des bouquins papier et s'entraîner à lire et à réfléchir. Merci beaucoup, Pascal. Message super important. On t'écoute tous là-dessus. Une déclaration peut-être en 2 mots par rapport au sommet pour l'action sur l'IA, par rapport à la régulation. C'est quoi ton feeling là-dessus au niveau européen? Chez GoJob, juste avant. Ouais, pour moi, ça me semble fondamental en fait. Ça me semble fondamental parce que il faut réguler, tu dis, c'est ça? Ah oui, il faut réguler. Ok. Il faut réguler parce que, comme je le disais tout à l'heure, la production de médias, que ce soit de la vidéo, du son, de l'image ou du texte, va ou surpasse déjà la production humaine. Donc, c'est un tsunami qui nous arrive dessus. Et si on ne régule pas, si on n'est pas capable de distinguer, ne serait-ce que qu'est-ce qui est créé par un humain de qu'est-ce qui est créé par un robot, on met en danger l'humanité. Donc, la régulation, ce n'est pas forcément interdire, mais ça peut être tout simplement obliger, comme on s'est nous-mêmes obligés à le faire avant même que la régulation nous demande de le faire, de systématiquement dire ce message a été rédigé par une IA. Au moins, on sait à qui on s'adresse. Basta, pas plus que ça. Mais rien que ça, c'est fondamental. Donc, c'est plein de petites règles qu'on doit s'appliquer. Et celles et ceux qui ne pensent pas à ces règles, eh bien, je pense que c'est bien qu'un organisme directeur les édicte et demande qu'elles soient appliquées. Donc, non, le délire américain dérégulateur, je pense que c'est une énorme connerie. Et je pense qu'il faut de la régulation. Pas trop, mais il en faut un minimum. C'est absolument fondamental. Merci Pascal. Dernière. Quand je dis que c'est fondamental, regardez, mesdames et messieurs les auditeurs, regardez ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Mais c'est gravissime. On est en plein dedans, tu as bien raison. Elon Musk rachète Twitter. À l'époque, ça faisait rire tout le monde parce que les annonceurs se barraient, etc. En partie grâce à ça, il est arrivé à se rapprocher de Donald Trump, d'influencer l'influence américaine. Et là, on est en train de dire que d'un seul coup, TikTok
On a pris la semaine dernière, boum, tadam, le mec, hop, c'est bon, il rachète TikTok. Exactement. Non, mais ça veut dire que. Et Mark Zuckerberg a fait ses déclarations aussi donc, sur la vérification des informations récemment. Donc, tu mets dans la main de 6 personnes, le patron de Netflix, le patron de Google, de TikTok et Twitter, et de Facebook, 4 personnes, et Google, 5 personnes maîtrisent, on va dire, 95% de ce qu'on voit sur nos ordinateurs. Bon an, mal an, entre ceux qui regardent Netflix le soir, dont moi, je regarde un petit peu aussi, YouTube, les résultats Google, les amis Facebook, les trucs qu'on nous pousse, machin, 95% de l'information qu'on reçoit a été traitée par 5 personnes. Le jour où ces gens-là se mettent ensemble et se disent, tiens, on va décider que désormais, le Groenland, en réalité, mais ça a toujours appartenu aux États-Unis parce qu'il y a une convention de 1652 que personne ne connaît, et regardez, on va vous écrire dans tel article qu'on va sortir de nulle part. Ouais, mais en fait, on ne savait pas, c'est eux qui ont raison, quoi. Donc ouais, mais bien sûr qu'il faut réguler. Il faut réguler ce qui est dit, il faut réguler les entreprises pour s'assurer qu'elles ne puissent pas colluser les pouvoirs comme elles commencent à le faire aux États-Unis. Et vous l'avez vu, il y a eu des déclarations de notre présidente de la communauté européenne hier, je crois, et qui commence à porter plainte contre le réseau X en disant là, stop. Tout à fait, Pascal. Merci beaucoup, merci pour ces propos. Clara Chapaz, la ministre de l'IA, est aussi allée sur ce sujet assez fortement. Merci beaucoup, Pascal, pour tous ces éléments. C'est un épisode hyper riche. J'ai l'impression de voyager un petit peu dans le futur grâce à l'avance que tu as sur ces sujets. C'est passionnant. Merci pour tes conseils. Un livre, un film de science-fiction à nous recommander? En ce moment, je pense qu'il faut relire Asimov. Très bien. Je crois que notre ami Elon Musk s'en inspire largement. Et si vous voulez voir de quoi le monde de Elon Musk, comment est-ce qu'il rêve de refaire le monde, il faut relire Asimov. C'est assez effrayant. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Pascal. C'était génial de te recevoir sur le podcast. Merci d'être venu. On va suivre tes aventures de très près. Bravo pour tout ce que tu fais pour cette entreprise à mission aussi, GoJob. Félicitations, c'est super. Avec grand plaisir et à très bientôt. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à 2 amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoiria. À bientôt!